Et comme un super-héros, voilà, on passe du monde ordinaire à ce monde extraordinaire-là. Et on a imaginé ce programme-là sous cette forme-là de jeu pour vraiment aider les personnes et offrir un univers vraiment progressif et un univers bienveillant. C'est-à-dire que les challenges, ils sont validés humainement, mais par un instructeur. Ils ne sont pas visibles par les autres membres. Et l'idée, c'est que chacun n'est pas en compétition avec les autres, mais avec lui-même et avec sa zone de confort. Bien, je vais donner la parole à Victor Fouleux, votre camarade de CCA, vous savez, les comptables, les contrôleurs, les auditeurs. Et Victor va prendre la parole pour poser des questions à Annie. Alors déjà, première chose, je voudrais te remercier Annie d'avoir accepté mon invitation. Alors, faire une parenthèse avant le challenge. Comment est-ce que j'ai contacté Annie? Eh bien en fait, j'ai fait une chose que assez peu de personnes font, ou pas assez du moins, c'est oser. Parce que ça peut peut-être paraître tout bête, mais j'ai envoyé une invitation et un message sur Instagram à Annie, sur le groupe Goodbye Comfort Zone. Et sur un compte qui compte 15 000, 20 000 abonnés, bon, les chances de réponse, on peut s'imaginer, ne sont pas très élevées. Néanmoins, Ali m'a bien prouvé qu'on pouvait avoir tort, et il a accepté, et il a trouvé ça génial. Donc déjà, je voudrais qu'on remercie encore une fois Ali d'être venu. Merci à vous. Merci. Avec grand plaisir. Merci. Alors, je vais commencer mon challenge par le début, par le commencement, ce concept de Goodbye Comfort Zone. J'aimerais savoir, et les personnes ici présentes aussi, d'où est venue cette inspiration, d'où est venue cette idée de gamifier les défis entre le monde virtuel et le monde réel. Est-ce que c'était une inspiration personnelle? Est-ce que tu as été inspiré de personnes qui ont fait ou qui ont essayé d'entreprendre cette démarche? Comment et pourquoi as-tu fait cela? Alors, c'est une très bonne question. D'autant plus qu'en fait, j'avais l'impression d'avoir une réponse à cette question jusqu'à récemment. Parce que récemment, j'ai écrit mon livre qui sort dans 2 semaines chez Hachette Édition, qui s'appelle Goodbye Comfort Zone. Je ne change pas un nom qui gagne. Et en fait, je m'étais… Alors, c'est le quart d'heure émotion. En fait, quand j'étais étudiant, c'était en 2005 déjà, donc je suis un petit peu vieux. En fait, j'étais très timide. En fait, c'est un miracle qu'aujourd'hui, je me tienne comme ça devant vous. J'avais un job étudiant dans une mutuelle étudiante qui s'appelait la Smeno. C'est la concurrente de la LMDE. Vous devez avoir un équivalent ici. Et le premier jour, quand on m'a engagé, on m'a dit, bah voilà, tu vas faire une présentation devant un amphithéâtre de 200 personnes. Et juste avant de monter sur scène, j'étais dans les toilettes, j'étais enfermé, j'avais vomi, tellement j'étais mal en fait. Mais vous imaginez pas en fait, entre ma zone de confort de l'époque et parler devant 200 personnes, en fait, j'arrivais même pas à tenir le regard d'une seule personne. J'étais tellement timide que parler à une fille qui me plaisait ou aller dans un entretien d'embauche et essayer voilà, de me vendre, c'était quelque chose d'inimaginable. Je regardais que mes pompes. Et il y avait ce soir-là où j'ai enfin osé aller dans une soirée étudiante où je connaissais personne. Et j'étais au bar et j'étais tout seul et je ne comprenais pas en fait comment ça se fait, comment ça fonctionnait. Quelles sont ces règles du jeu qui font que les gens rigolent entre eux, qui font connaissance, etc. Et je ne comprenais pas en fait. Et il n'y a rien de plus frustrant que de jouer à un jeu où on ne vous explique pas les règles. C'est-à-dire vous êtes en train de perdre, vous ne comprenez pas pourquoi. Donc vous n'avez pas envie de jouer à ce jeu-là. Et je vais m'enfermer dans les toilettes et je me rends compte qu'il y a les toilettes qui sont un point commun à chaque fois. Et j'étais tellement mal parce que j'étais tout seul, j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Et je vais me regarder dans le miroir et je vais me dire, ok, en fait, c'est quoi la vie au final en fait? On va tous mourir, mais vraiment. C'est-à-dire, tout à l'heure, vous allez peut-être vous faire écraser par un camion dans 15 minutes. Donc ça sonne un peu triste comme ça sonne un peu dépressif. Mais en fait, la vraie question, c'est si ça arrivait, est-ce que vous auriez des regrets par rapport à des petites peurs, par rapport à des choses,
bah, j'ai pas osé faire telle chose, etc. Et c'est souvent les gens qui vivent des drames, voilà, qui sont en situation de handicap après un accident, qui ont la mort d'un proche, qui se rendent compte justement de cette fragilité-là de la vie et qui se rendent compte justement qu'au final la vie c'est qu'un jeu et que tous les échecs, toutes les difficultés, bah, tous ceux qui ont déjà conçu un jeu, ils le savent en fait. La difficulté, ce n'est pas l'élément chiant dans une démarche de dépassement de soi. C'est l'un des éléments centraux pour faire qu'un jeu soit assez stimulant. Si on jouait par exemple à une partie d'échecs et je t'annonce, peu importe ce que tu fais, tu vas gagner. Bah, je pense au bout de 5 minutes, tu vas me dire mais arrête, c'est bon, enfin, j'ai compris, ça ne m'amuse plus. Et du coup, c'est venu de là vraiment, c'est venu d'une situation personnelle et d'une vision de la vie où après les 10 ans, les 10 années qui vont suivre cette prise de conscience-là, eh ben, je vais m'intéresser à tout ce qui touche de près à de l'amélioration personnelle ou au développement personnel, c'est-à-dire la communication interpersonnelle, l'entrepreneuriat, le fait le sport, la nutrition, et je voyais ça comme un jeu. Et il y avait les stratégies et à côté de ça, il y a en fait des parties de jeu et je vois vraiment la vie où chaque action en dehors de notre zone de confort peut être le début d'une aventure extraordinaire. Mais vraiment, imaginez comment vous vous êtes retrouvé aujourd'hui à côté de votre camarade par exemple. Il a suffi d'un instant peut-être à la rentrée, vous vous êtes mis à côté de cette personne-là et vous avez dit bah, salut, je peux me mettre là et voilà, ça va peut-être changer votre vie à tout jamais. Ça sera une copine ou un copain que vous connaîtrez dans 40 ans. Vos enfants vont jouer ensemble, se marier ensemble, etc. On ne se rend pas assez compte en fait l'impact des petites actions et c'est valable dans tous les domaines. Donc c'est vraiment plus qu'une prise de conscience, c'est une vision en fait générale. Très bien. Alors, bon, pour en revenir à ce que tu disais, alors je vais juste faire une petite parenthèse. C'est vrai que pour en revenir à ton jeu, bah, en fait, créer une conférence, l'imaginer, la conceptualiser, la mettre en œuvre, déjà, rien que pour moi, c'est quelque chose comme sortir de ma zone de confort parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, c'est difficile, il y a beaucoup d'étapes et c'est vrai que ça met bien en illustration ce que tu dis. Donc voilà. Alors pour en revenir au deuxième point sur lequel je voudrais te challenger, j'aimerais recontextualiser. Alors Goodbye Comfort Zone, c'est un jeu dans lequel, je vais juste expliquer 5 secondes pour ensuite amener mon challenge. C'est un jeu en fait qui est décomposé en 6 modules. En fait 6 modules c'est 6 niveaux. Oui voilà, parfait. Alors il y a le premier module, j'en suis encore là parce que je n'ai pas assez le temps d'y jouer, mais j'en suis au module de l'alter ego. C'est trop dur. Non, rien n'est dur. Et bref, donc du coup j'en suis à l'alter ego. Alors l'alter ego c'est celui qui est tout en haut à gauche. C'est donc un module de développement personnel qui commence par une phase d'introspection. Alors, tu me corriges Anine si je dis des bêtises. Mais donc en fait, moi j'en suis encore là, donc j'ai fait cette phase d'introspection. Et donc en fait, on a plein de petits challenges sur lesquels on est amené à faire et à entreprendre. Donc par exemple, réagencer son endroit où l'on vit, définir vraiment ses objectifs, vraiment des choses très très intéressantes. Donc il y a ce premier module qui est l'alter ego. Le deuxième module, la confiance en soi. Bon, alors du coup, je ne connais pas. Si tu veux toucher un mot très rapidement sur ce module-là, c'est sur les faits, sur des actes qui nous poussent à avoir davantage de confiance en nous, peut-être. Je te laisse terminer, je vais présenter un peu plus. Ok, bon, très bien. Donc voilà, on a alter ego, confiance en soi, énergie vitale, maîtrise mentale, intelligence relationnelle, 5e module, et efficacité. Alors celui-là m'intéresse pas mal. Quand on est comptable, on sait pourquoi est-ce que c'est intéressant d'être efficace. Et donc voilà, il y a 6 modules. C'est comme ça que fonctionne et s'articule Goodbye Comfort Zone. Et bien ma question c'est, est-ce que tu comptes préparer d'autres modules qui sont dans une perspective du développement personnel? Est-ce que pour toi, il y a d'autres choses, d'autres aspects auxquels il faudrait se projeter et créer à l'avenir? Ou tu penses, peut-être pas te contenter, mais approfondir chacun des 6 modules? Alors, juste pour resituer, Goodbye Comfort Zone, on a 3 axes d'activité. D'abord, créer des contenus inspirants, gratuits, c'est-à-dire inspirer, transmettre un état d'esprit
aux personnes vraiment de dépassement de soi, que tout est possible, que la vie est un jeu. Le deuxième axe, c'est vraiment partager le meilleur des sciences de l'amélioration personnelle, les vulgariser et les rendre accessibles. Et justement, le troisième, c'est de créer des expériences de dépassement de soi, soit pour les entreprises, pour les salariés, soit pour le grand public. Et c'est justement là-dessus où se situe le programme top secret de l'agence qui s'appelle Goodbye Comfort Zone Heroes. Et Goodbye Comfort Zone Heroes, ça commence, c'est vraiment un jeu de rôle progressif où on va, comme tu l'as très bien expliqué, avancer au travers de 6 modules progressifs. Et dans chaque module, on retrouve plusieurs niveaux, souvent c'est 30 niveaux à partir du module 1. Et chaque module correspond à un challenge. Et il y a 2 types de challenges. En fait, à chaque fois, on déclenche, on regarde une vidéo et il y a un chronomètre qui va se déclencher avec un compte à rebours. Et soit c'est un exercice, où on a par exemple 90 minutes, 15 minutes, 60 minutes, et l'exercice on le fait sur l'interface, soit c'est un challenge terrain, et souvent avec différentes variantes et différents niveaux de difficulté. Et dans ce cas-là, on a 24 heures, on a 72 heures, etc. pour prendre la photo du challenge et passer au niveau suivant. On débloque des rangs, on débloque des points. Et c'est vraiment un univers un peu clos dans lequel plus on avance, plus on déchiffre des codes secrets, plus on débloque des fonctionnalités comme le fait de consulter le profil d'autres héros, etc. Et c'est vraiment fait comme une fabrique de super-héros. C'est-à-dire qu'on croit profondément chez Goodbye Comfort Zone qu'en chacun d'entre nous, qu'il y a un potentiel extraordinaire, en chacun. Et certaines personnes ont cet appel à l'aventure. Alors ça peut être une prise de conscience, le fait de regarder un contenu, de lire un livre ou vraiment quelque chose qui se passe, un événement dans leur vie. Et comme un super-héros, on passe du monde ordinaire à ce monde extraordinaire-là. Et on a imaginé ce programme-là sous cette forme-là de jeu pour vraiment aider les personnes et offrir un univers vraiment progressif et un univers bienveillant. C'est-à-dire que les challenges, ils sont validés humainement, mais par un instructeur. Ils ne sont pas visibles par les autres membres. Et l'idée, c'est que chacun n'est pas en compétition avec les autres, mais avec lui-même et avec sa zone de confort. Et d'ailleurs, la première étape, on commence par là, par mesurer sa zone de confort. C'est-à-dire, on a vraiment développé un outil en interne qui est sous forme de roue, où on se pose des questions et on arrive à définir et à dessiner sa zone de confort et les contours de sa zone de confort. Donc pour répondre à ta question, tout est possible. Effectivement, on peut imaginer d'autres modules par la suite. Après, quand tu parles de développement personnel, pour moi, c'est vraiment développement personnel, ça touche à tout. Par exemple, le code de la confiance en soi, c'est pas tant la confiance en soi en elle-même parce que tout peut faire amener à de la confiance en soi. Le fait de lire un livre, le fait de prendre la parole en public, le fait de faire du sport, le fait de changer de look, etc. Tout est vraiment lié à la confiance en soi. L'énergie vitale, c'est pareil. Et ça, pour terminer sur un élément qui est hyper central, c'est là où on se différencie par rapport à tous les coachs, par rapport à, enfin pas tous, mais un certain nombre, la majorité, qui ont ce discours-là, qui va nous expliquer que globalement, ils ont découvert telle méthode, ça a changé leur vie et que tout le monde doit se lever le matin à 5h30. Voilà. Ou alors que tout le monde doit méditer pendant 10 minutes tous les matins, ou que tout le monde doit avoir des tablettes de chocolat. Bref, Goodbye Comfort Zone Heroes, ça s'appelle, on a les 6 modules et chacun commence par le code de votre alter ego, le code de la confiance en soi, parce qu'au fur et à mesure, chaque niveau est un morceau du puzzle final et on finit par créer un code. Et ce code-là, c'est son code personnel. C'est-à-dire, j'ai expérimenté plein d'activités, je suis sorti de ma zone de confort et j'ai appris plein de choses. Et je connais maintenant plein de choses sur moi-même. Et mon code de la confiance en soi, c'est celui-là. Mon code de l'énergie vitale, c'est telle routine matinale, telle chose, tel truc. Mon code de l'efficacité, c'est telle et telle méthode. Et l'idée, c'est vraiment, voilà, c'est pas de dire voici des méthodes miracles, voici des choses, voici du savoir. Parce qu'on ne croit absolument pas que le savoir soit un pouvoir. Le savoir, c'est le savoir. Mais l'action, le passage à l'action et le fait d'utiliser ce savoir-là, c'est ça en fait le vrai pouvoir. Et c'est ce qu'on essaye justement d'inculquer via ce programme-là. Donc c'est complètement possible et c'est actuellement d'ailleurs ouvert pour les entreprises. C'est-à-dire qu'on a une prestation de consulting pour faire la même interface en marque blanche et imaginer ensemble selon les objectifs, selon la taille des équipes, une interface avec des challenges, avec toujours le même principe, c'est-à-dire chaque jour un défi qui va tourner autour justement de soit l'immortaliser par photo, soit le faire via un exercice, comme tu as pu le voir sur l'interface.
pratique d'en faire une application de base plutôt que de le faire peut-être sur un ordinateur qui est plus contraignant quelque part pour passer à l'action? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus adapté au projet et au concept d'en faire directement une application? Bah, c'est une vraie question qui s'est posée, mais on ne l'a pas fait pour plusieurs raisons. La première et la meilleure, c'est que voilà, c'est une tannée de développer une application mobile. C'est-à-dire qu'il faut savoir que par exemple sur Android, dès qu'il y a une mise à jour, eh ben, il faut quasiment tout changer sur l'application. Donc c'est un développement à la base qui est très contraignant et par la suite, c'est plein de développement et de coûts de maintenance par rapport à une web application. Et pour ceux qui connaissent un peu le monde de l'entrepreneuriat et la méthode Lean, Startup, on a un concept qui est le MVP, qui est le Minimum Viable Product, c'est-à-dire le produit minimum viable. Et ça, c'est quelque chose, c'est un des pièges dans lequel tous les entrepreneurs tombent, moi le premier. C'est-à-dire qu'on oublie que Apple, ça a commencé dans un garage, que Facebook, ça a commencé dans une chambre d'étudiants et que c'était hyper moche à la base et que ça permettait de faire plein de choses. Airbnb à la base, pareil, c'est-à-dire que c'était une interface hyper simple et des fonctionnalités très limitées. Et le fait de vouloir tout de suite partir sur des hypothèses et faire quelque chose de complet dès la première fois avec une levée de fonds au début, c'est un grand risque parce que c'est pas, peu importe même si vous êtes Nostradamus, en fait c'est les utilisateurs qui sont la meilleure boussole pour les développements et les features qui vont suivre, les fonctionnalités. Et donc effectivement, c'est pour ça qu'on a lancé dans cette première version-là une web application. D'ailleurs, il y avait le dernier palier parce qu'on a fait une campagne de crowdfunding, de financement participatif sur Ulule, qui est un peu le Kickstarter français. Et il y avait le dernier palier que j'avais mis volontairement très haut à 35 000 euros. On disait, voilà, si on l'atteint… Le dernier palier ? Non, on a dépassé 2 paliers, mais le dernier palier, non, on l'a pas atteint, heureusement d'ailleurs, et qui était l'application mobile. Et heureusement d'ailleurs, je dis parce qu'il y a un travail d'éducation qu'il y a à faire avant. Parce que quand on sort une application, en fait, pour la plupart des gens, une application, ça doit être gratuit. Ce qu'on n'a peut-être pas précisé, mais que ça, c'est un produit haut de gamme. C'est-à-dire que ce qui coûte le plus cher, c'est le service. Chacun est suivi par une même personne. Tous les challenges sont validés par une personne humaine. Il y a des interactions, etc., qui sont illimitées avec votre instructeur, qui est quelque part l'agent référent dans l'agence, parce que tout est scénarisé. Et le panier moyen, il est à 249 euros, actuellement en pré-lancement. Par la suite, là, on sort la vraie version, il est à 390 et un autre qui est à 700 ou à 800. Donc, il y a vraiment cette première version-là à faire. L'objectif, c'est d'atteindre les 1000 utilisateurs, qui sont des gens qui, comme moi, achètent déjà des formations de développement personnel qui coûtent un séminaire, par exemple, de 2 jours de développement personnel, on est aux alentours de 2000 euros. Donc, ça coûte hyper cher. Et l'idée, c'était de ramener quelque chose qui dure plus longtemps, parce que là, l'accès… Quand on dit 390, c'est à peu près, quand on paye par mois, c'est 29 euros par mois pour un accès 12 mois. Et l'idée par la suite, effectivement, 2020, c'est de faire une application mobile, où là, on sera plus dans le confort, dans le fait de valider des fonctionnalités et de rajouter cette application mobile où il y aura déjà ce travail-là un peu d'éducation qui a été fait, c'est-à-dire comme votre banque, vous avez l'application mobile, vous avez un compte Goodbye Comfort Zone et pour valider les défis, vous avez l'application mobile. Et pas l'inverse, Goodbye Comfort Zone, c'est une application mobile. Mais d'ici là, je suis sûr qu'il y aura plein d'idées. Moi, j'ai par exemple l'idée qu'on sorte une version gratuite ou genre à 9 euros par mois, où on a quelque part des factions. C'est-à-dire, on définit par mois, vous vous inscrivez, vous répondez à un test et vous êtes dans telle faction, comme dans Divergente le film, si certains connaissent. Voilà, vous êtes dans les bleus, dans les verts. Et l'idée, c'est que vous définissez, par exemple, pour chaque mois, 4 objectifs. Et quand vous les atteignez, vous faites gagner des points à votre faction. Et la faction qui a le plus de points à la fin du mois, gagne une chose, etc. Et du coup, apporter une dimension un peu plus collaborative et grand public qui tourne toute seule. Et pour ceux qui veulent aller plus loin avec le scénario et le service et le suivi personnel, gardez justement Goodbye Comfort Zone Heroes. Je voulais du coup en revenir par rapport à ce que tu disais, alors pour le 3e point du challenge, sur ton rôle en fait. Parce que imagine, demain, il y a 1000 utilisateurs. Actuellement en fait, ce qui est assez marrant quand tu joues
Goodbye Comfort Zone, parce que du coup, moi j'ai fait partie du crowdfunding, donc j'ai eu accès au début à un tarif préférentiel. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il y a Amine qui est sur son fauteuil, donc voilà, il parle, il dit ah, voilà, donc c'est très scénarisé comme tu dis, donc c'est assez fun. Voilà, donc il t'explique des choses, je vais être ton coach référent, mais à l'avenir, si voilà, il y a 1000, 2000, 3000, 4000 personnes qui vont être nos coachs, qui vont être les personnes qui vont valider nos défis, qui vont voilà, approuver ou désapprouver ce que l'on a pu faire comme défi. Est-ce que tu vas devoir évidemment suppléer, mais qui sont ces personnes? Est-ce qu'on en aura connaissance? Et comment est-ce que tu vas réussir à gérer tout cela? Bah, ça, j'adore ce type de problème parce que c'est des problèmes de riches. J'avais un prof qui était un prof de création d'entreprise et qui nous répétait tout le temps ça. C'est-à-dire, on a tout le temps tendance à anticiper des choses et à anticiper des problèmes qui sont des problèmes. C'est-à-dire, le jour où j'ai 1000 utilisateurs, tu vois, c'est pas un problème. Parce que ça veut dire que la boîte aura déjà fait 200 000 euros de chiffre d'affaires et c'est plus un problème qu'on a anticipé. C'est plutôt, il faut le chercher. Mais c'est une très bonne question que tu as soulevée parce que déjà, on est en train de retourner toutes les vidéos comme… Enfin, au Meetup à Paris, tu étais venu un peu en retard après la présentation. Mais c'est-à-dire que là, on a engagé un acteur et il y a un maître du jeu maintenant et c'est pas moi. Et c'est quelqu'un à l'identité secrète. Et à côté de ça, il y a une agente référente qui est une espèce de hackeuse un peu qui voilà, dont son rôle c'est d'accompagner les challengers sur le terrain en leur fournissant plein d'informations sur les challenges, sur le fait j'ai repéré telle information secrète sur qui peuvent t'aider dans le cadre de ton challenge, etc. Mais effectivement, on va engager des instructeurs et on va former des gens en interne qui ne seront pas forcément des coachs, mais qui seront peut-être des gens qui ont déjà atteint le statut de héros et qui ont déjà débloqué les 5 codes secrets. Et je vois vraiment ça comme ça, c'est-à-dire une interface participative où on met en avant pas des diplômes, pas des parcours. D'ailleurs, ça fait pas aussi partie de la stratégie quand je recrute des collaborateurs. Je regarde jamais les CV, le diplôme ou l'école, mais les réalisations. C'est-à-dire un étudiant, il est stagiaire, on s'en fout. Quels sont les projets qu'il a montés à côté et qu'il n'était pas obligé de monter. Donc je pense que ça sera, pour répondre à ta question, peut-être toi, demain, si tu déchiffres les 6 codes secrets et que tu débloques la face cachée de Goodbye Comfort Zone. Alors, le dernier challenge pour ma part, ok, là tu parles de cette mise à jour, de cette 2.0, mais alors, est-ce que là encore il n'y a pas des risques encore par rapport à cette mise à jour, parce que ça peut être, et ça va être drastiquement différent de la première version, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un risque de perdre des clients qui ont prêté une fidélité, par exemple moi ou d'autres? Est-ce que tu n'aurais pas peur de t'éloigner de ton concept de base et c'est de perdre les clients que tu as attirés de par cette idée de concept et parce que ça peut être vraiment très dangereux dans le cas d'une start-up. Pour prendre le cas de Snapchat dans leur dernière mise à jour, alors je pense qu'il y en a parmi vous qui ont Snapchat, dans la dernière mise à jour, bon, je ne sais pas si vous en avez pensé, mais l'évolution du format et du contenu a fait perdre à Snapchat en bourse plus de 1,3 milliard de dollars parce que ça ne convenait pas aux utilisateurs. Comment est-ce que tu appréhendes cette thématique? C'est une très bonne question et elle s'est posée effectivement. C'est un risque dès qu'on change des choses, mais c'est un risque qui est mesuré, qui n'est même pas en fait un risque rationnel parce que derrière il y a de vraies valeurs en fait. Et une de mes valeurs justement, c'est que ça me met hyper mal à l'aise de recevoir, et j'en reçois encore des dizaines par semaine, des messages qui disent tu changes ma vie, etc. Enfin, et qui personnalisent justement ce fait-là. En fait, c'est les joueurs qui font tout. Parce que ça, c'est juste un contexte, c'est un outil, c'est une méthode. Et avant, je me mettais justement dans la peau de personnes qui suivaient des programmes de développement personnel où il y avait justement… Qui ici a déjà vu des contenus ou lu un livre de développement personnel au sens large, vraiment que ça puisse être sur la prise en parole en public, etc. Justement, l'une de mes ambitions, c'est de sortir de ce modèle de gourou, de personnes, voilà, j'ai tout appris sur la vie et je vous enseigne ça justement pour responsabiliser les personnes elles-mêmes. Et c'est pour ça qu'on a créé un personnage. Donc effectivement, il y a un risque
et je pense que ça arrivera. J'en connais déjà une petite centaine de ceux qui ont acheté le jeu effectivement parce que c'est Anine et pas parce que c'est un personnage, mais il y a un vrai travail justement d'accompagnement, de transition derrière, et d'autant plus que ce travail-là va nous permettre d'attirer beaucoup plus de personnes qui ne connaissent pas Anine et qui ne me connaissent pas. D'ailleurs, dans le crowdfunding et dans le pré-lancement dont tu as fait partie aussi en décembre, on a eu à peu près 10% des gens qui ont acheté le jeu. J'ai fait un test, une publicité sur Instagram et Facebook pour 10 euros. Ça a attiré quelques clients pour 1000 euros. Donc c'est un ROI de malade. Mais et c'était d'ailleurs juste mal ciblé, c'était une erreur à la base parce que je voulais garder genre les personnes qui aiment la page. Sauf que quand tu fais ça, ça ne s'applique pas sur Instagram et ça s'appliquait sur tout le monde sur Instagram. Mais ces personnes-là ont dû faire l'effort de justement voir une personne qu'ils ne connaissaient pas. Et ça aurait été beaucoup plus simple pour elles de venir directement avec un truc qui est scénarisé, avec une vidéo où on a vraiment, c'est vraiment vachement bien fait. On a pris un scénariste qui travaille avec Ubisoft. J'ai pris un monteur vidéo qui fait vraiment des choses en 3D, etc. Et l'idée, c'est de créer un univers. Mais le risque, il existe toujours. Et le risque, j'ai envie de te dire, heureusement, je ne suis pas encore Snapchat. Je n'ai pas d'actionnaire. Je n'ai pas encore fait de levée de fonds. Et je peux me permettre de me faire des kiffs, des plaisirs et d'aller jusqu'au bout de mes valeurs et jusqu'au bout des idées et de pouvoir les tester. Et derrière, en fait, c'est que du marketing, c'est que des sales, etc. après, pour justement arriver à transmettre cette vision-là et ces valeurs-là. Merci pour ces éléments de réponse qui nous éclairent vraiment sur la manière dont vous vivez le projet au quotidien. C'est ça qui est vraiment intéressant et qui doit interpeller aussi nos étudiants. Moi, je vais en venir à des choses bassement terre à terre. Je travaille au roi des pâquerettes, je travaille dans le domaine financier. Et donc, je vais en venir à des choses bassement matérielles. Et ma première question, elle a trait à votre business model. Moi, je me suis posé pas mal de questions sur ce business model et la question de savoir comment vous comptez dégager des marges pour vous autofinancer, assurer votre développement, parce que c'est quand même ça l'idée derrière. Et puis, vous avez choisi de vendre essentiellement des papiers roses aujourd'hui. Et combien en vendez-vous ? Alors, actuellement, on a fait un pré-lancement avec la campagne Ulule et un pré-lancement qui était en décembre, qui était sur un petit nombre de personnes. Et on est à environ 200 personnes, c'est-à-dire que c'était le seuil pour fermer le pré-lancement, régler les bugs et sortir justement cette version-là où je ne suis plus mis en avant, c'est-à-dire que ça nous a permis d'avoir les fonds, d'engager des gens, d'engager des professionnels, un acteur, une voix off, etc. pour justement créer un vrai jeu. Et le modèle économique il est très simple en fait, c'est des personnes justement, c'est un modèle qui est en entonnoir, c'est-à-dire on va transmettre 95 voire 98% de contenu gratuit parce que j'y crois absolument que le savoir doit être transmis gratuitement. Dire même mes conférences, j'essaie autant que possible, à part en entreprise, de les faire gratuitement et de faire, quand il n'y a pas un coût de location de la salle, généralement c'est gratuit parce que je crois que c'est vraiment un échange et la transmission et le partage de savoir doit être gratuit. Après, pour la partie passer à l'action, parce que c'est ça en fait la problématique principale que Goodbye Comfort Zone Heroes cherche à résoudre, c'est les personnes qui entre lire un livre, assister à une conférence et vraiment passer à l'action, il y a un cap, il y a justement notre zone de confort. Parce que c'était vraiment ma passion, c'était un peu Goodbye Comfort Zone, c'était mon alter ego. C'est le soir, je disais pas à mes collègues et le soir je faisais des challenges et tout et j'étais un peu comme un super-héros avec Goodbye Comfort Zone où je dévoilais pas au début mon identité et tous les jours je pouvais être qui je voulais. Et il y a ce côté-là irrationnel, ce côté-là passion, ce côté-là je veux aller, je ne sais pas où est-ce que je vais, ce qui est la définition d'une start-up. Par définition, si un entrepreneur qui a une start-up vous dit demain, je sais exactement ce que je fais, c'est que c'est plus une start-up, c'est une entreprise. Ou alors qu'il est en train de vous mentir. Souvent, on pense qu'un projet de crowdfunding, qu'on va mettre la page sur Ulule et que des gens vont la découvrir. En fait, ça, c'est l'un des premiers trucs. J'ai fait un meet-up 2 mois avant de commencer la campagne et ils nous ont donné le chiffre. Moins de 1% viennent via Ulule et vont backer le projet. La plupart, on va les chercher avec les dents. Et ils sont venus de la communauté. C'est-à-dire qu'on a fait des campagnes, on a sorti des outils à l'époque avec mes collaborateurs, mes stagiaires, où on sortait les gens qui avaient le plus interagi avec la page. J'ai écrit personnellement
environ 500 messages, 500 emails, 500, où j'envoyais, alors pas pour dire baquez-nous, mais juste est-ce que vous avez vu qu'on a organisé ça? Parce que c'est ça en fait qui est la vraie valeur aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est juste l'attention des gens. On est juste un fil, quand on est une marque, on est un post sur un fil d'actualité. Et on est entre la grand-mère qui partage sa partie sur Candy Crush, on est entre le meilleur ami, son copain, copine, etc. Et du coup, les personnes ne prêtent pas attention et ne vont pas sortir du réseau social. Quand c'est une citation, etc., voilà, c'est bien, on va la voir, on va liker. Mais faire sortir les gens et leur faire lire une page de 3000 mots pour expliquer le projet, etc., les étapes, ça, c'est vraiment, il faut les chercher. Vous avez été conseillé pour ça par Ulule, par Arnaud Burgot et son équipe? Un petit peu. Et ça, c'est l'avantage d'Ulule par rapport à Kickstarter. C'est pour ça que vous les avez choisis. Ouais, ils ont un vrai modèle où ils vous suivent. Vous avez un account manager qui vous suit, qui vous accompagne, qui à chaque étape vous donne des tips et ils suivent assez bien. Mais j'étais tellement bien préparé, c'était tellement bien anticipé, c'est-à-dire c'était comme un jeu en fait. Et on l'avait décliné en 60 jours, c'est-à-dire 15 jours avant, voilà comment c'est ça et tout, les 30 jours de la campagne Ulule et les 15 jours. Vous suivez votre réputation un petit peu sur les réseaux sociaux justement, vous cherchez à aspirer les données pour voir ce qui se dit sur vous à droite à gauche? Alors il y a le hashtag Goodbye Comfort Zone, qui sont des gens un peu qui partagent, mais je ne cherche pas forcément, alors je me protège vachement des réseaux sociaux, même si c'est une communauté qui est bienveillante. Là pareil en fait, c'est la vie, je ne cherche pas forcément à… Elle n'est pas forcément bienveillante de temps en temps, ça peut vite partir. Ça peut, mais on n'est pas encore assez grand. En fait, c'est encore 25 000, c'est très peu dans une communauté. Parce qu'à partir du moment où vous êtes très grand, c'est là où il y a des gens. C'est leur métier, c'est quelle est la bête. C'est-à-dire, c'est un producteur de documentaire qui fait « Ok, quelle est la phase secrète de Goodbye Comfort Zone, leur méthode, leur stratégie ?» Mais tant qu'on est petit en fait, et il y avait, je crois que c'est Schumpeter, je ne me rappelle plus, qui disait qu'il y avait 3 phases dans chaque grande innovation. C'est-à-dire au début, c'est ridicule, dangereux, évident. Et là, on est encore, je pense, à la phase ridicule. Le jour où demain, voilà, on fait une levée de fonds où les chiffres vont communiquer que ça marche et tout, ça va devenir dangereux. Et d'ailleurs, ça commence à devenir dangereux un peu parce qu'on se fait piquer un peu des trucs par certains concurrents. Et après, ça va devenir évident. C'est-à-dire que demain, le fait de jouer avec son smartphone et de se dépasser et de faire des choses en les immortalisant, ça deviendra, j'espère, c'est ma mission de vie, évident. Mais je ne suis pas vraiment l'irréputation parce que, pour la raison simple que j'ai rien pour… en fait, ça serait pertinent de la suivre si j'avais une stratégie derrière. Mais on a tellement peu de moyens qu'on essaie de se concentrer sur communiquer déjà. Bonjour. Déjà, merci à vous pour cette présentation. Merci Victor pour l'invitation. Ce que je propose, c'est juste de me présenter en 30 secondes pour que vous sachiez qui je suis. Comme ça, c'est toujours intéressant. Donc, moi, je m'appelle Benoît Devrier. Je suis président du cabinet de conseil Wiki, que j'ai monté il y a 2 ans. Donc, j'ai un parcours d'abord d'informaticien pendant 5 ans en tant que consultant en freelance. Je n'intervenais pas sur des petites structures, mais plutôt sur des grosses structures, type CNP, BNP, Mercedes, des grands comptes. Derrière, après, j'ai fait comme Amine, j'ai planté ma première startup qui s'appelait obini.com. Donc le but, c'était d'essayer de permettre aux gens de pouvoir connaître les plats du jour tout simplement dans les restaurants. Et donc j'ai commencé à faire du smartphone, du mobile, les personnes avaient des smartphones. Donc on était un petit peu en avance. Et puis j'ai connu plein de petits soucis aussi d'entrepreneurs. Donc derrière, je me suis dit, bon ok, je ne dois pas être bon au commerce, je vais faire du commerce. Donc j'ai fait pendant 5 ans du commerce. Donc j'ai fait ingénieur commercial dans des gros cabinets de conseil. Et donc, il y a plein de choses qui ne vont pas dans le modèle traditionnel du conseil. On n'est pas assez à l'écoute des consultants, donc je pense qu'on a pas mal de valeurs en commun, donc ça aide ma première question. Et donc, j'ai décidé de fonder un cabinet qui me ressemble, qui correspond à mes valeurs. Et donc nous, comme Amine, on travaille principalement avec des consultants freelance, parce qu'on croit beaucoup à l'entrepreneuriat. Donc on intervient pareil chez des grands comptes, on monte des équipes pour les accompagner dans leur transformation. Notre deuxième activité, c'est d'accompagner des consultants à passer indépendants, à créer leur entreprise. Donc on les aide de partir de leurs projets, de leurs croyances, de
qui sont de leurs problématiques personnelles pour trouver le bon modèle. Et on accompagne aussi des porteurs de projets ou des jeunes startups dans leur développement, de l'idée, de la construction des business models, de la constitution d'équipes, de recherche de financement et d'expérimentation avec des grands comptes pour justement accélérer leur développement. Et donc, Annie, tu as commencé à parler des valeurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Quelles sont tes valeurs? Sur quoi tu reposes justement la création d'entreprise? Et comment tu arrives à les maintenir, à t'y tenir? Parce que moi, c'est un travail au quotidien aussi pour éviter des dérives. Donc, comment tu fais? Quelles sont-elles? Alors, ma valeur principale et la valeur principale de Goodbye Comfort Zone, c'est le dépassement de soi constant et le fait qu'on peut se dépasser en s'amusant. Et on a marre de ce discours-là des motivateurs, des auteurs qui disent que voilà, faut faire des sacrifices, faut se faire chier, que ce soit dans ses études, que ce soit en montant une entreprise, que ce soit quand tu es salarié. Moi, j'ai travaillé dans des grosses boîtes où la première semaine de formation, l'idée, voilà, c'était qu'on sortait après 22 heures et si tu pleurais pas, c'est que tu n'étais pas assez engagé. C'est-à-dire, si tu n'étais pas assez stressé, moi je suis très peu stressé maintenant, mais même à l'époque, et je me rappelle que c'était là, il y a vraiment cette vision-là que si on ne se tue pas à la tâche, eh ben qu'on ne se dépasse pas assez. Et ma valeur principale, c'est ça, c'est qu'on peut se dépasser tout en s'amusant. Et la deuxième valeur, c'est une valeur de hacker. C'est-à-dire Goodbye Comfort Zone, les challengers, on est des hackers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles. On s'en fout des règles. On s'en fout des règles qui sont établies par la société, les règles sont établies par des humains. Et un hacker, cette mentalité de hacker, je ne sais pas si vous avez lu le manifeste des hackers qui existe depuis 1976, je vous le recommande de le googler. Mais il y a cette notion-là de tout remettre en question, d'être en avance ou déphasé avec son temps. Imaginez si vous avez vécu, si on avait tous vécu, il y a encore 40 ans, même pas, en Afrique du Sud, quand il y avait la ségrégation raciale, ou aux États-Unis, une dizaine d'années juste avant. Parce que maintenant, voilà, ou pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors maintenant tous, moi j'aurais été résistant, mais je ne suis pas autant sûr que ça. Parce qu'on a tendance à nous apprendre d'obéir aux règles sans rien remettre en question. Et c'est valable quand on est étudiant, c'est valable quand on est entrepreneur. Et justement, c'est pour ça que je suis sorti un peu de cet écosystème dans lequel j'étais très intégré, celui des startups, etc., même des grands groupes. J'ai commencé en fait quand j'ai fait mon premier TEDx, directement après, j'ai eu des demandes. Quand j'ai fait 3 TEDx maintenant, je fais des conférences dans les grands groupes, mais pendant un certain moment, j'ai vraiment décidé de prendre du recul parce qu'il y a ces règles-là. Voici les étapes. Une start-up, ça doit faire ça, constituer une équipe, faire une levée de fonds. Pourquoi on ne ferait pas l'inverse? Pourquoi on ne trouverait pas déjà son marché, son produit et qu'on dirait ok, maintenant que j'ai déjà, je sais que je peux être une PME qui fait 200 000 euros de chiffre d'affaires, je vais chercher les 20 millions. Et pour chercher les 20 millions, j'ai besoin de ça et ça et de ça, d'ouvrir des bureaux à l'international, de faire 5 langues, d'engager telle équipe. Et là, ça change complètement le rapport de force. Pareil, quand on est étudiant, qu'est-ce qui nous empêche de monter sa boîte, de se mettre auto-entrepreneur et de faire du freelance le soir? Vous êtes peut-être bon en compta, vous êtes bon en rédaction, vous êtes bon en plein de choses. Vous savez que, il y a un marché, il y a des plateformes comme Fiverr, comme 5euros.com, comme Upwork, et vous pouvez créer un profil aujourd'hui et recevoir ou répondre à des demandes et voilà, écrire un article pour 50 euros. Aider une entreprise à faire ses mentions légales, etc. Je suis sûr, est-ce qu'il y en a ici? Vous avez une junior entreprise ici vous faites partie? Ok, top. Vous voyez, et ça c'est top déjà que ça existe dans une structure publique qui est l'IAE, donc félicitations monsieur le directeur. Parce que moi à l'époque, je me battais, j'avais créé le premier BDE en 2007 de l'IAE, où à l'époque tout ce qui était association étudiante, c'était que les écoles de commerce. Et nous, à l'époque, on était en retard pour organiser des week-ends d'intégration, des juniors entreprises, etc. On est armés. C'est top, c'est top. C'est un associatif très riche. Et bravo pour ça. Et ça, voilà. Déjà, je suis sûr que par rapport à d'autres de tes camarades, il y a plein de croyances limitantes que tu n'as pas. C'est-à-dire que tu as déjà eu le contact avec les entreprises, tu sais sortir des devis, tu sais négocier plein de choses. Et ça, quand on peut le faire,
et qu'on sait que maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus de règles. Dire la première règle, c'est votre cerveau en fait. C'est de se dire je ne suis pas capable. Mais en fait, vous ne serez jamais capable tant que quelqu'un ne va jamais vous obliger. Et ça, c'est vraiment la valeur numéro 1 que j'essaie de communiquer via Goodbye Comfort Zone, c'est créer vos propres règles du jeu. Et même moi le premier, j'ai rien à vous dicter comme règle, c'est chercher vos propres règles vis-à-vis de vos propres valeurs. Ok, très bien. Moi, déjà, pour rebondir sur ce que disait Amine, la junior entreprise, c'est top. C'est vrai que ça forme bien. Moi, j'ai fait ça il y a quelques années maintenant, 13 ans plutôt. Donc, effectivement, ouais, c'est quelque chose de très sympa. Et d'ailleurs, vous avez la chance quand même à Poitiers d'avoir un petit accélérateur qui s'appelle Startinov. Et donc, il y a des étudiants l'année dernière qui ont monté des structures. Donc, il y a une petite qui s'appelait Comme un panier, par exemple, qui permettait de livrer les courses. En fait, le principe, c'était que, par exemple, vous êtes étudiant, vous n'avez pas tous des voitures, et qu'un étudiant faisait le drive pour 5 étudiants. Et derrière, à partir de là, ils ont essayé de monter un concept et ils ont lancé une structure. Et ça commence à tourner, donc il y a des choses comme ça. Il y a aussi 2 étudiants de Sciences Po à Poitiers qui ont monté, qui sollicitaient les étudiants pour être community manager, par exemple. Donc vous avez un petit peu de temps, vous pouvez travailler, faire du community management sur Facebook pour des entreprises. Et finalement, pour vous, c'est natif. En fait, vous avez toujours utilisé Facebook, Instagram, tout ça. C'est naturel. Pour des gens comme nous qui commencent déjà à être un peu anciens, mais si on connaît un peu le fonctionnement, pour vous, c'est facile. Et c'est du travail qui ne demande rien, en fait, puisque c'est du plaisir, en fait. C'est du quotidien. Donc voilà, c'était pour rejoindre Amine. Amine, tu travailles avec des indépendants. Comment tu fais pour fidéliser? Est-ce que tu n'as pas peur que certains freelances retournent dans leur zone de confort et quittent justement Goodbye Comfort Zone? Comment tu vas faire pour faire la transition avec ces coachs qui suivent les personnes, même si là tu as commencé à trouver, je pense, la solution avec les hackers et la voix off qui pilote le projet? Comment tu fais pour les garder, les conserver, les motiver au quotidien? Ouais, c'est une très bonne question, d'autant plus que voilà, j'ai un passé managérial. J'ai fini juste avant de quitter mon travail, je manageais une équipe de 20 personnes qui étaient des commerciaux. Et tous ceux qui ont managé des commerciaux savent que c'est les êtres humains les plus difficiles à manager sur Terre. C'est un commercial qui le dit. Le choix déjà de travailler des indépendants, c'est un choix et un non-choix. C'est-à-dire, on revient sur le fait de ne pas tomber justement dans un piège où on a des structures de coûts tellement fortes qu'on n'a plus le choix justement de switcher comme ça ou d'adapter ou parfois prendre son temps pour faire quelque chose de bien, ce qui peut être parfois nécessaire. Donc, c'est pas tant un choix qu'un non-choix vis-à-vis des moyens. Au fur et à mesure que l'entreprise va se développer, il faut qu'on crée une culture d'entreprise avec des salariés, avec des associés, avec des gens qu'on va engager et qui vont porter justement sur leurs épaules aussi cette mission de Goodbye Comfort Zone. Et 2 astuces, comment je les motive. La première chose, c'est que je ne paye jamais à l'heure, je paye toujours sur un résultat. C'est-à-dire le résultat, je m'en fous qu'il soit un développeur, on va se mettre d'accord sur un panier, sur une date. Et par exemple 1000 € pour développer telle et telle fonctionnalité, livré, voilà. Et on a un tiers de confiance qui est une plateforme. Je passe tout le temps par Upwork. Et du coup, il y a ce truc-là supplémentaire, c'est qu'ils ont un profil avec des notes. On travaille que ce soit l'entreprise ou les freelances, on a tous des notes. Donc on cherche tout le temps à ce qu'on garde les 5 étoiles. Et donc du coup, ça se passe très très bien quand des gens ont déjà une réputation, ils veulent la garder. Et tant qu'ils ne sont pas payés, justement, quelqu'un qui est… J'aime bien ce modèle-là parce que c'est un modèle qui met la performance et qui met un peu le truc au corps même du modèle. C'est-à-dire que quelqu'un qui va développer une fonctionnalité en 2 heures, il a tout intérêt à le faire en 2 heures et gagner ses 1000 €. Alors que s'il était payé à l'heure, il a tout intérêt à le développer en 50 ou 100 heures parce qu'il est payé justement à l'heure. Donc c'est justement… Quand tu responsabilises la personne et qu'en face c'est un indépendant, et un indépendant c'est une entreprise individuelle, et il a tout intérêt justement à trouver, à se challenger et à s'auto-motiver justement pour aller dans le même sens que le projet et livrer au final le résultat.
Et la deuxième chose, on commence souvent, progressivement. Il m'est arrivé pour une tâche, de faire une toute petite tâche, comme un exercice. Ça se fait souvent quand on va recruter quelqu'un, de faire des exercices. Ben là, je le fais, je crée un projet pour 50 € et je lance 3 ou 4 personnes en parallèle là-dessus et je les teste comme ça. Puis au fur et à mesure, voilà, deuxième projet à 500, à 1000 et puis voilà. Quand on commence à bien travailler ensemble, c'est là où on fait plus confiance sur des enveloppes un peu plus importantes. Mais ça, je l'ai appris. Je veux dire, j'ai fait toutes les erreurs possibles. J'ai fait l'erreur de payer à l'heure. J'ai fait l'erreur d'avoir des personnes qui n'étaient pas forcément, qui n'avaient pas assez d'expérience sur l'interface Upwork. Donc voilà, c'est des nouveaux venus. Donc forcément, ils bradent leur prix. Sauf que le fait de ne pas avoir d'avis, même s'ils ont une étoile, ils suppriment leur compte et ils créent un autre compte derrière. Alors que quelqu'un qui a 100 étoiles derrière, il ne va pas prendre ce risque-là. Et surtout, il y a eu cette validation-là. Mais voilà, il y a ces deux astuces-là. Du coup, le modèle Upwork est devenu Malte, d'ailleurs. C'est une société qui a bien marché, qui a démarré comme ça et qui vient de lever 25 millions d'euros, je crois, il y a une ou deux semaines. Donc, ça marche plutôt bien. Comment tu organises tes équipes? Parce que du coup, vous êtes plusieurs coachs. Vous allez, j'imagine que tu marches en ligne, c'est-à-dire que tu définis tes prochaines features, tu prépares ton sprint. Comment vous travaillez ensemble pour définir justement les prochaines évolutions, les roadmaps? Est-ce que tu es participatif? J'imagine, depuis ton état d'esprit. Comment ça s'organise? Alors, je ne me suis pas présenté au début. Alors, je ne suis pas coach. Et ça, je travaille avec des coachs. J'ai un pôle d'experts qui m'entoure, mais je me vois plutôt comme un expérimentateur. Et j'ai l'étiquette de conférencier et d'auteur. Mais je fais pas de coaching. Je fais soit des conférences, soit le jeu. J'ai ce rôle-là de maître du jeu. Mais je ne travaille pas avec d'autres coachs. Je renvoie vers d'autres coachs, mais gratuitement. C'est-à-dire quand j'ai des personnes qui ont besoin de thérapie, nous, on ne fait pas de thérapie. Quelqu'un qui est en état de dépression, etc., je vais renvoyer vers des collègues psychologues ou vers des collègues ou quelqu'un qui a vraiment besoin justement d'être dans l'échange. Je vais le renvoyer vers un expert dans une certaine discipline. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment que de la gamification et que le jeu. Et après, c'est que du contenu qu'on va créer, c'est-à-dire des vidéos, c'est-à-dire des posts, des articles. Et on s'organise effectivement via des sprints. Alors à l'heure actuelle, je travaille plutôt dans le studio de start-up avec des professionnels, mais pendant longtemps, j'ai eu des stagiaires qui étaient dans mon entreprise. Et j'ai pris des stagiaires pour la seule et bonne raison, parce que souvent on pense des stagiaires, il ne faut absolument pas les voir comme quelqu'un qui peut remplacer un salarié. Voilà, si vous pensez ça et que vous créez demain votre entreprise ou que vous avez quelqu'un qui vous engage en tant que stagiaire et qui attend de vous le même rendement qu'un salarié, il y a un petit souci. Je les prenais tout simplement pour être structuré et pour avoir des personnes qui m'obligent à commencer à travailler tous les jours à 9 h et terminer à 17 h. Sauf qu'en fait, je passais mon temps juste à leur expliquer, à les former. Et le fait de devoir expliquer à quelqu'un d'autre la vision, où est-ce qu'on se dirige, ce qu'il faut faire et tout, on est beaucoup plus clair dans sa tête. Et je l'ai fait juste avant la campagne Ulule. Je pense que si je ne l'avais pas fait, j'aurais jamais réussi à mettre la campagne Ulule à temps. Et du coup, ça, c'est un petit hack que j'ai mis en place dans mon organisation. C'est que j'ai pris un stagiaire qui était un peu plus en dernière année, qui était un stagiaire payant, et un stagiaire première année sur le stage de moins de 2 mois non rémunéré. Et ils avaient, je passais mon temps à leur apprendre des choses. Et la deuxième partie, c'était de l'exécution effectivement, mais c'était tout simplement pour avoir cette structure-là et faire des réunions tous les matins où on ne perdait pas de vue cette vision-là globale de l'entreprise et de l'avenir. Mais actuellement, on s'organise effectivement via des challenges. Et j'appelle ça des challenges. C'est la méthode Agile. Où, moi, j'ai connu ça en entreprise où tous les matins, on était debout et on disait chacun ce qu'on allait faire et les résultats qu'on attendait de la journée. Et on fonctionne toujours comme ça, mais via Skype ou Slack actuellement. D'accord. Nous, c'est pareil, on commence tous les matins par un petit daily comme ça, où on dit qu'est-ce qu'on a fait hier et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Malgré ton d'accord, dernière question. Du coup, malgré ton état d'esprit, on va dire conquérant, toujours à relever des défis, est-ce que des fois tu connais des défaites,
petit peu la baisse de motivation. Tu viens de dire justement que tu avais besoin de stagiaires, par exemple, pour travailler de 9h à 17h. Est-ce que tu as connu ce qu'on appelle le désert des limbes dans les startups où tu n'arrives pas trop à trouver ton product market fit? Je connais très bien. Un mot un peu technique, mais en gros, quel produit on va vendre ou autre, comment ça c'est, est-ce que c'est déjà arrivé et comment est-ce que tu t'es replanifié des défis pour te rebooster, comment tu as fait? Non, j'ai jamais de baisse de morale. Je suis quelqu'un qui est toujours au top. D'ailleurs, je me soupçonne d'être un super-héros. Non, pas du tout. J'ai tout le temps de vous imaginer même pas. D'ailleurs, c'est pour ça que, en fait, à la fois j'admire, mais j'ai envie de disséquer les coachs de motivation et les gens qui sont des piles d'énergie constante. Moi, je suis pas du tout. D'ailleurs, ça se voit. Enfin, je suis pas quelqu'un qui est tout le temps dans allez, bougez-vous, etc. et qui saute sur les tables. J'ai des baisses de morale. J'ai effectivement des matins où j'ai pas envie de sortir de la couette. J'ai eu des périodes et j'ai encore des périodes où il y a des doutes profonds sur le business model, sur ce qu'on fait, sur le fait, ce qui est juste normal en fait. Il faut juste rétablir ça, c'est normal. C'est tous ceux qui disent qu'il faut tout le temps être motivé, etc. Moi, j'ai longtemps été dans cette quête d'énergie constante, de motivation constante, mais quand on sait que tout ça c'est normal, tout ça ça peut être des dérèglements hormonaux dans le cerveau, des fatigues, etc. Et quand on l'accepte, donc qu'on soit son corps, son cerveau comme une machine, et quand il est fatigué, ok, je m'accorde une récompense, je m'accorde ce type de choses, tout se passe bien. C'est-à-dire qu'on ne subit plus, mais qu'on est là en train de se regarder, ok, là tu t'es épuisé, ce qui est un peu le cas là par exemple, j'ai eu 2 mois depuis le début d'année où je travaille à un rythme de 14 heures par jour et demain j'ai un avion pour Malte où je pars pendant une petite semaine pour décompresser, je vais quand même travailler, mais voilà, c'est un petit peu ma petite récompense où je me suis dit à partir de la 2e version, je fais ça et j'ai un défi qui dure depuis 1 an et demi qui est une nouvelle destination par mois, c'est-à-dire que je travaille 7 jours sur 7. Et là j'étais en Égypte en janvier, j'étais à Chypre en novembre, à Marrakech, et j'essaie vraiment à chaque fois de voyager et de m'accorder ça. Je travaille sur mon ordinateur portable de temps en temps, mais le changement d'horizon, etc., c'est un peu ma récompense. Et ça, c'est ce qu'on apprend justement. Je vous conseille une de mes conférences TEDx qui est Transformer votre vie en un jeu. Et là, j'explique justement le résultat de 2 années de recherche et de développement et quels sont justement ces leviers psychologiques qui sont souvent utilisés contre nous sur les réseaux sociaux pour qu'on soit accro. D'ailleurs, je vois des personnes qui sont sur leur portable et qui justement le fait d'aller chercher les notifications, le fait d'être dépendant de certains paramètres comme ça, on peut les appliquer dans sa propre organisation et on peut se les appliquer pour des choses qui nous tiennent à cœur. Par exemple, faire du sport. Moi, j'ai un pote qui m'attend tous les matins à 7h du matin en face de la salle de sport. Et celui qui ne vient pas ou qui est en retard, il paye un resto à l'autre le midi. Donc je vous promets, je suis arrivé en retard une fois en janvier. Tous les matins à 6h55, je suis en bas de la salle de sport. C'est vraiment une notion de hacker sa motivation, de comprendre qu'on est des êtres humains, mais qu'il y a de la motivation extrinsèque et qu'on peut l'utiliser aussi pour aller justement vers sa motivation intrinsèque et ses valeurs et la réalisation de sa mission d'entreprise et de sa mission personnelle. Merci beaucoup Aline. Je pense qu'on peut le remercier beaucoup pour la leçon de vie qu'il nous donne et aussi le regard qu'il nous donne sur la figure de l'entrepreneur qui est très très loin des mythes que nous pouvons avoir et qui nous montre que voilà, ce sont des choses qui sont à notre portée de main pour peu qu'on ait cette idée d'abord originale, ce sens de l'invention, que l'on ait un sens aussi de l'astuce. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que voilà, il nous a expliqué qu'il y avait des astuces et puis qu'il n'était pas un surhomme aussi. Voilà, et ça, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Il nous reste quelques minutes pour échanger avec vous. Peut-être qu'on peut d'abord applaudir Aline pour. Merci. Merci. Et un grand merci en tout cas à vous et à Victor d'avoir organisé cet événement et à vous pour l'accueil.
And I'm intending to bring a revolution. There far too many problems before few solutions.